Bonjour. L'Amérique vit une campagne électorale absolument passionnante et hors norme. Et je suis très heureux d'accueillir pour en parler ici deux journalistes. Donc d'abord Eleanor Beardsley, qui est la correspondante de NPR, la fameuse National Public Radio, qui est une institution américaine bien connue. Merci. Et également Olivier Marbeau, qui est journaliste à La Revue et qui va nous présenter cet ouvrage qui vient de sortir pour ce mois-ci, La Revue le voici. Et nous allons en parler tout à l'heure, un peu plus tard, plus en détail. Et vous avez écrit une série d'articles concernant la campagne électorale américaine. Donc, Eleanor, est-ce que vous avez d'abord passé une nuit blanche à écouter ce fameux premier débat entre Joe Biden et Donald Trump? En fait, je vous avoue, je n'ai pas passé une nuit blanche, mais je me suis levée ce matin et j'ai regardé le débat ce matin. Mais je pense que la nuit des élections, je vais passer une nuit blanche. Oui. Alors, votre impression? C'était hallucinant. On a vu que Trump essaie de déstabiliser Biden. Il lançait des bombes, des pics. Il ne se taisait jamais. Moi, je trouve que Biden, on avait peur qu'il allait trébucher un peu. La concentration pour pouvoir résister à toujours le diable à côté qui... Donc, je pense qu'il était pas mal. C'était juste pitoyable. Il n'y avait aucune question qui était vraiment discutée. C'était comme une bagarre sur une cour de récré de gamins presque. Plus Trump, Biden a essayé. C'était pitoyable. Pour le peuple américain, pour la démocratie, pour notre nation, c'était pitoyable. On n'a jamais vu un débat comme ça, mais on s'attendait un peu à ça avec Trump. On a eu des débats réguliers dans ces campagnes électorales et ça fait, il n'y a jamais eu de quelque chose comme ça dans la campagne électorale mais américaine. Comme Trump a dit que Biden, il voulait qu'il fasse un test de drogue parce qu'il dit qu'il a l'Alzheimer's, donc il doit prendre des drogues pour rester comme ça. Donc il a essayé de le déstabiliser tout le temps. Et ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont en train de passer en boucle un peu le débat avec Hillary Clinton. Il y a des extraits qui sont sortis qui fait mal, par exemple, quand elle a dit « Heureusement, on n'a pas quelqu'un comme vous en pouvoir » et il lance « Oui, parce que vous serez en prison » et toute l'audience qui applaudit, qui crie. Oh, c'est angoissant, mais il n'y avait pas d'audience. Donc, je pense que ça a joué dans le faveur de Biden parce que Trump, il adore avoir son public autour de lui. On s'attendait à ça. C'était peut-être même pire que nos expectations quand même. C'était puéril. Oui. Olivier, quelle est votre impression, à vous, de ce que vous avez pu voir du débat? Je suis assez d'accord, effectivement. Enfin, de toute façon, dès hier, on lisait dans la presse américaine, notamment dans le New York Times, il y avait un article disant est-ce que ça vaut vraiment le coup de débattre avec lui? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on débat avec quelqu'un qui ne respecte aucune des règles du jeu? Et la question se posait, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'avoir des débats? Un peu comme en France, quand Le Pen était arrivé au deuxième tour, Chirac qui avait refusé de débattre avec lui. Alors, on compare ce qui est comparable, mais la question même de l'opportunité du débat se posait. Et c'est vrai que quand on a regardé comment ça s'est passé, ce qui est consternant, moi je suis moins directement concerné qu'Eleanor, parce que je ne vote pas aux États-Unis, mais il n'y a eu aucun propos de fond, sur le fond. On a l'impression que c'est des gens qui n'ont pas de programme, enfin Trump essentiellement, pas de bilan à défendre non plus. Enfin, on sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils proposent. C'est la cour d'école, ouais. C'est très, très inquiétant. Autre chose, moi je pense qu'il doit y avoir des fact-checkers, les gens qui disent... Parce qu'il peut dire n'importe quoi. Bon, les deux, on ne sait pas ce qui est vrai. C'est comme un peu sur Facebook, vous voyez un site qui est des trolls russes. Donc, je pense que même à la limite, si on ne va pas débattre des questions, mais on doit avoir des gens qui vérifient un peu les faits. On ne peut pas dire n'importe quoi en direct, pendant que tout le pays regarde. Oui, c'est ce que Trump a fait. Il a dit des choses qui étaient carrément fausses. Il lance ces trucs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a eu 3 millions de dollars du maire de Moscou. Ça vient d'où? C'est quoi ça? Mais peut-être, c'est sûrement pas vrai. Biden dit c'est pas vrai, mais c'était peut-être dans les têtes. Ah oui, ah bon, on ne savait pas, les gens qui vont dire ça. Donc, il a lancé tout ce qu'il voulait, il a lancé, Trump. Et à votre avis, les sondages maintenant la donnent quand même une avance assez nette dans la plupart des États à Biden. Vous pensez... Mais enfin, c'était la même chose pour Hillary, donc il faut se méfier des sondages. C'était la même chose, mais il est encore plus avancé, Biden, que Hillary.
Et aussi, n'oublie pas qu'il est président, il a gagné dans notre système, mais il arrive à gagner par 3 millions de voix. Et Biden est beaucoup en avance d'elle. J'ai vu des choses encourageantes, comme des gens avec diplôme universitaire. Ils ont voté Trump la dernière fois. Ils sont 58 à 42 pour Biden cette année. Donc, il est vraiment avancé dans des catégories importantes. Normalement, Biden va gagner, mais c'est vrai, tout le monde a peur. Je pense que tout le monde a... C'est ça un peu plus. Moi, je pense que Trump risque de gagner, de perdre gros. Mais personne ne veut le dire parce que après 4 années, on est un peu... comment on dit spooked en français? On ne sait pas terrifié, quoi. Oui, on est terrifié. On dit il y a une sorte de magie. Il va sortir quelque chose à la dernière minute. On ne sait pas quoi penser. Et c'est vrai que même si Biden gagne, il faut qu'il gagne bien, avec une marge bien, parce que sinon Trump va tout faire pour dire non, c'est pas vrai. Avec une chose hier, Biden a dit vous votez par courrier en Floride. Vous êtes le premier à voter comme ça. J'ai trouvé ça bien. Donc, oui, on a toujours peur. Oui, parce que Trump dit que il y a ceux qui votent, ça permet de tricher. Ouais. Le vote par correspondance, il veut le disqualifier complètement. Il faut le disqualifier. Et donc, Biden a dit, vous votez par correspondance. Oui, il a dit, vous-même, vous votez de votre bureau ovale par courrier en Floride. Donc, comment vous pouvez discréditer ça? Donc, j'ai trouvé ça bien, mais oui, donc on ne sait pas. On est à la dernière minute. Je vais passer une nuit blanche, c'est sûr, cette nuit-là, parce que... Mais on m'a dit l'autre jour, il faut passer 3 semaines blanches, parce qu'on risque de ne pas savoir avant des jours, même des semaines, donc... Parce que le décompte des votes par correspondance va Il y a des prendre décomptes. du temps. On ne peut pas commencer à voter dans certains États. Je ne connais pas la règle, mais ils ont dit on ne peut pas commencer à compter avant le jour de l'élection, le 3 novembre même. Donc, ils ont peut-être tous les bulletins, mais avec des millions de bulletins en courrier, on ne peut pas les compter tous dans quelques heures. Et alors, la révélation du fait que Donald Trump n'a pas payé d'impôts pendant 2 ans, ou $175 seulement. Est-ce que ça, c'est une chose qui choque, à votre avis, son électorat? Moi, je pense, même s'il y a des gens qui disent « Ah non, son électorat, il aime de toute façon, il peut rien faire. » Comme il a dit, il peut tuer quelqu'un dans le 5e avenue. Mais moi, je pense quand même, ces gens-là qui n'ont pas un diplôme universitaire, qui ont qui gagnent pas beaucoup d'argent, je pense que ça va choquer les gens. Quand même, ça doit choquer les gens. Et même à l'intérieur d'eux-mêmes, ils doivent penser, waouh, il est milliardaire, il a payé moins d'impôts que moi. J'espère, mais je le pense vraiment. Comment ça ne peut pas choquer, par exemple, un mineur de charbon qui ne gagne pas beaucoup d'argent? Je pense que ça va quand même avoir un effet, oui. Olivier Marbeau, présentez-nous la revue, qui est sous-titrée d'ailleurs La Revue pour l'intelligence du monde, donc c'est vraiment tout à fait pour nous. Et le titre du numéro qui est en train de sortir, là, qui sort là, c'est La guerre des femmes. Alors c'est vous qui avez donc écrit cet article. Qu'entendez-vous par là? Oui, alors bon, alors la revue, pour commencer, c'est un trimestriel d'information internationale qui a été fondé par le fondateur du groupe Jeune Afrique. C'est important parce que ça veut dire que ce n'est pas un journal français. En fait, c'est un journal qui a vraiment une vision internationale et pas centré sur la France. Pour ce qui est du dossier de couverture, effectivement, c'est sur les États-Unis, sur l'élection américaine, et on l'a titré « La guerre des femmes ». On est tous journalistes, on sait qu'on a tous tendance à essayer de survendre un peu nos sujets. En l'occurrence, c'est plutôt les femmes dans la campagne. Donc on a voulu, l'élection est une guerre, il y a des femmes qui sont présentes, donc on a un peu fait monter le sujet autour de cette guerre des femmes. Les femmes dont on parle, c'est principalement Melania Trump, la femme du président actuel, et Kamala Harris, la vice-présidente, la colistière de Joe Biden. On aurait pu aussi parler de la fille Trump, évidemment, de Madame Biden, qui est quelqu'un d'intéressant, je crois, enfin vraiment plutôt brillant. On a centré sur ces 2 femmes-là dont on a fait le portrait, parce qu'il nous a semblé qu'elles étaient toutes les 2 intéressantes, chacune à leur façon, de façon très très différente évidemment. Melania, c'est pas une femme politique, c'est quelqu'un d'intéressant, mais c'est pas une femme politique. Non plus.
c'est moins une potiche que l'impression qu'on pouvait en avoir. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais c'est l'impression qu'on en a eue en enquêtant sur elle, en lisant des livres américains sur elle. Et elle joue un rôle dans la campagne? Elle est aux côtés de son mari? Elle le suit Alors en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'elle aurait voulu jouer un rôle dans la campagne. Mais l'actualité étant ce qu'elle est, la pandémie étant ce qu'elle est, l'absence de meeting étant ce qu'elle est, elle n'a pas pu jouer le rôle qu'elle aurait voulu jouer. Mais assez clairement, il semble qu'autant en 2016, elle était complètement effacée. En plus, il y avait leur fils, Baron, qui était encore petit. Elle disait « je veux me concentrer sur l'éducation de mon fils ». Autant là, ça faisait 1 an qu'elle avait commencé à remanier son équipe à la Maison-Blanche, qu'elle avait laissé entendre qu'elle s'impliquerait, qu'elle avait autorisé le Parti républicain à envoyer des courriers en son nom, en incitant les gens à voter. Enfin, elle avait dit « je veux m'impliquer », alors que jusque-là, elle ne l'avait pas fait. Et il semblerait, une des motivations, c'est que simplement, elle ait pris goût à ce rôle de First Lady dont elle ne voulait pas, visiblement, au début, avec lequel elle était très mal à l'aise, mais il semblerait qu'elle y ait pris goût et qu'elle ait plutôt envie de continuer. Et donc oui, dans certaines limites, encore une fois, on ne peut pas la comparer à Kamala Harris, c'est quelqu'un qui voulait avoir un rôle et qui soutient son mari et qui en tout cas a très envie qu'il soit réélu, visiblement. Ouais. Et vous, Eleanor, quelle est votre opinion d'elle? Au début, je pense, parce que vous rappelez-vous qu'elle ne voulait pas se tenir sa main. Ouais. Et moi, je me suis dit, oh là là, elle le déteste, elle va le divorcer dès que possible, mais elle doit rester avec lui parce qu'ils ont leur fils. Mais c'est vrai, j'ai lu aussi qu'elle elle a beaucoup d'influence sur lui. Et on voit qu'il n'a le respect pour personne, Trump. Il parle mal de tout le monde, même ses alliés dans le passé, comme Jeff Sessions, le ministère de Justice. Il déchire les gens. Mais avec elle, tu sens qu'il a un respect pour sa femme. C'est peut-être un des bons points de lui. Et donc, elle a beaucoup d'influence sur lui, j'ai lu. Et donc, c'est difficile de savoir. Moi, je pensais qu'ils allaient divorcer. Maintenant, je pense qu'ils sont ensemble. Je pense qu'elle a de l'influence. C'est peut-être vrai, elle a pris goût à ce rôle de First Lady. Mais bon, je pense qu'elle ne serait pas très triste de sortir de cette fishbowl, comme on dit, ce bocal. Bocal où tout le monde entier les regarde. Ouais. Mais... Et en ce qui concerne le rôle de Kamala Harris, alors, quelle est votre opinion? Pour Biden, c'est un atout important? Oui, pour moi, c'est un atout important parce que c'est quelqu'un de couleur. C'est une femme de couleur très forte qui n'est pas... aussi qui est pour le law and order. Elle était même critiquée par les organisations de gauche parce qu'elle était trop du côté des policiers. Donc, elle peut... personne ne va dire qu'elle est trop de gauche parce qu'elle est, elle est très tough, avocate... procureur, elle a été... Oui, procureur de l'État de Californie, donc très dure. Elle connaît la loi, elle était des côtés de law and order, des policiers, mais en même temps, c'est une femme de couleur donc sa mère est indienne, son père est de Jamaica. Donc, elle est américaine, mais ses parents ne sont pas américains. Donc, elle est un peu comme... Obama, il était américain, sa mère était américaine. Ses parents n'étaient même pas américains, mais elle est américaine. Elle a choisi d'être noire. Elle est allée à Howard University. C'est une grande université noire à Washington. Et si vous êtes blanc, il y a sûrement des blancs qui vont à Howard, mais c'est vraiment une université où les Noirs, c'est très identifié avec les Noirs. Donc, c'est sûr qu'elle était dans un sorority, un club des femmes noires. Donc, elle a pris cette identité pour sa vie. Mais elle a assez pour plaire à tout le monde dans le Parti démocrate. Je pense que c'est un bon partenaire pour Biden, oui. Et les latinos mexicains d'origine, enfin américains-mexicains, ils sont... un certain nombre d'entre eux soutiennent quand même Trump. Hein? Oui, parce que je pense que c'est les Cubains de Floride qui sont d'une vengeance terrible contre Castro et le communisme. Ils sont très à droite. Ils sont riches. Ça n'a rien à voir avec les Latinos, les Mexicains. Donc, en fait, le vote latino, c'est pas du tout monolithe. Donc, ces Cubains de Floride sont très à droite. Très à droite. Et ils ont été depuis les années 60. Ils sont venus de Cuba et ils détestent le communisme, le socialisme, tout. Bon, Biden ne représente pas le socialisme comme Trump dit, mais donc on voit très bien, mais
ils expliquent jamais ça très bien. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont pour Trump. Mais c'est vrai que ça peut choquer qu'il a été tellement horrible avec les Mexicains et les Latinos. Trump séparer ses familles à la frontière, même d'entendre que les Latinos ne sont pas 100% pour les démocrates, c'est un peu choquant. Mais je pense que c'est ça, c'est les Cubains, qui sont très différents des Mexicains, ça n'a rien à voir. Ouais. Olivier Barbeau, vous avez donc écrit sur Kamala Harris. Quel est l'angle de votre perception d'elle ? L'angle du papier, c'était un peu la question que vous posiez tout à l'heure. C'était est-ce qu'elle est vraiment un atout pour Joe Biden ? Et nous, on estime aussi que oui, tout à fait, bien sûr. Enfin, ils ont des profils tellement différents, tellement complémentaires, des positions aussi, parce que Biden, c'est quand même l'extrême centre, quoi. Enfin, c'est un peu le robinet d'eau tiède, idéologiquement. Elle, effectivement, elle est très dure, et en même temps, elle prenait quand même des positions marquée à gauche, progressiste à l'américaine. Quand elle était procureure, elle était opposée à la peine de mort, elle n'a jamais requis la peine de mort. Elle était pour le contrôle des armes, enfin ce genre de choses. Après, effectivement, la gauche californienne la trouvait beaucoup trop à droite. Mais voilà. Et après, ce qu'il faut dire aussi qu'on a vu, c'est que quand elle a été nommée, les gens qui ne les aiment pas, les républicains, etc., ont dit, bah oui, évidemment, on est en plein Black Lives Matter, on est dans la foulée MeToo, etc. Évidemment, ils ont pris une femme, évidemment, ils ont pris une femme non blanche. Enfin, en gros, pour eux, c'était de la démagogie. Nous, on dit que non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une femme qui est très brillante, qui est une vraie politique, qui est très solide. Et notamment, elle l'a montré quand elle est devenue sénatrice et qu'elle a dirigé les audiences de tous les gens de l'administration républicaine qui étaient impliqués dans différents scandales réels ou pas avérés finalement. Mais elle a été... C'était des audiences qui étaient télévisées, elle les a atomisées, elle les a détruites. Et ça lui a valu la haine de Trump, et alors par contre une popularité côté démocrate très très élevée. Donc c'est un très très gros atout pour la candidature Biden, à mon avis. Ouais. Quand il y a le débat qui la concerne, le débat des candidats à la vice-présidence, là, c'est bientôt. Hein, oui, c'est bientôt. Ah oui, c'est bientôt. Et est-ce que ça a un retentissement ? Ces débats, ils sont suivis C'est un débat, je pense. Oui, c'est un. Ah oui, tout le monde va le regarder, je pense. Ah oui. Ah oui, parce que Pence et Kamala Harris, c'est deux personnages tellement différents. Je ne peux même pas imaginer... On peut imaginer Trump-Biden, mais je ne peux même pas imaginer Harris-Pence. Pence, c'est un chrétien évangéliste, oui. Non, mais c'est bientôt et je pense que tout le monde va regarder aussi, oui. Ouais. Mais là, vous n'allez pas rester éveillé toute la nuit pour regarder ça ? Peut-être pas non plus, mais ça va être très intéressant, oui. Et en ce qui concerne la pandémie, la Covid, aux États-Unis, les chiffres ne sont pas bons. Hein. Le nombre de cas de positifs est toujours en train de monter, quoique le nombre de décès liés à la maladie est à peu près stable ou en légère diminution. Est-ce que, comme les États-Unis ne sont pas un État centralisé comme en France, où il y a le président qui fait tout, qui s'occupe du Covid, des trucs et tout ça, est-ce que là-bas, la perception de la maladie est différente ? D'après les gens avec qui je parle, ils sont jaloux que nous avons ici, qu'ils disent toujours, vous avez la chance de vivre dans un pays où tout le monde va mettre des masques, ou vont dire à tout le monde de faire ceci, et les gens le font. Et c'est vrai, en France, moi je suis impressionnée à Paris, vous sortez dehors, vous trouvez personne qui n'a pas de masque. Tout le monde a des masques. Et donc je trouve qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de colère contre ces gens qui ne mettent pas de masque, qui pensent que c'est politique. En fait, j'ai senti ça parce que j'ai fait un tweet une fois, j'ai dit... J'ai essayé d'expliquer à un Français que mettre un masque politique aux États-Unis, c'est une geste... Non, mettre un masque aux États-Unis, c'est vu comme geste politique. Ils pensaient que c'était une blague. J'ai eu, 15 000 likes. D'habitude, un bon score pour moi, c'est 150. J'ai eu 15 000. J'ai eu un millier de plus de followers sur Twitter dans 24 heures. Donc, j'ai senti que ça parlait. Et donc, je pense que, oui, on a toujours ces gens qui disent, qui crient, c'est toujours un pays de liberté, personne ne va me dire. C'est difficile à comprendre, mais oui, il y a toujours des gens qui pensent ça. Mais je pense que de plus en plus, les gens mettent des masques et c'est pas uniforme, mais les gens mettent des masques. Oui, vous voyez maintenant les photos partout, les Américains mettent des masques. Et c'est dommage que le président ne mène pas, par exemple, il ne donne pas l'exemple. C'est dommage, oui.
Mais lui, c'est un calcul de ne pas mettre de masque, c'est pas un calcul à la suédoise, c'est pas dans un but de faire acquérir une immunité naturelle à tout le monde, puisque les gens, il y aura une auto-immunité à partir d'un certain nombre de cas. Lui, c'est pas du tout pour ça qu'il le fait. Oui, je ne sais pas. Il a mis l'autre jour pour aller avoir le Cour suprême pour Ginsburg, pour le juge qui est mort. Il avait mis un masque. Bon, il était obligé, je pense. Mais oui, je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas de masque. Et la gestion de l'épidémie, si on peut parler de gestion, est-ce que ça va lui être reproché dans les élections là, c'est une catastrophe. Le CDC, il est contredit tout le temps. Il y a Fauci qui était très respecté. Le médecin. Oui, et il l'a mis à côté, il a contredit, il a dit non, il ne sait pas de quoi il parle. Mais c'est vraiment un show pour lui, Trump. Et quand Biden a dit, il s'en fiche de vous, c'est vrai, on sent ça parfois. Et apparemment, il a dit, quand le COVID a commencé, il a dit, je suis content, je ne suis pas obligé de serrer la main à tous ces gens dégoûtants à mes rallies, il a dit ça. On ne peut pas vraiment imaginer ce qu'il y a dans sa tête. Rien. Il veut juste que... C'est sur lui. Tout est pour lui. Tout est sur lui. Ça concerne lui. On a vraiment l'impression qu'il... Franchement, je suis choquée qu'il reste... il reste populaire parmi certaines catégories de personnes parce qu'il est responsable. Mais j'ai parlé à beaucoup d'amis qui ont dit avec les personnes âgées, c'est fini. Il a perdu beaucoup de votes là. Et j'ai un ami qui a voté Trump qui a dit c'est fini. Il a dit j'ai regardé ses conférences de presse au printemps. Il a dit c'est n'importe quoi, il s'en fiche complètement et c'est fini, je vote plus pour lui. Donc je pense que oui, désastreux. Et vous, Olivier, quel est votre sentiment sur l'élection ou pas de Trump? Enfin, je veux dire sa réélection. Je suis assez d'accord. Simplement, le résultat de 2016 invite à la prudence. Enfin, je crois personne ne pensait qu'il allait être élu. Enfin, mon patron avait écrit, comme beaucoup d'autres éditorialistes, un édito célébrant la victoire d'Hillary Clinton, quoi. Donc, et par ailleurs, apparemment, Trump lui-même n'y croyait pas et avait demandé qu'on prépare son jet pour la soirée du, je ne sais plus, c'était le 4 novembre, pour aller partir jouer au golf en Écosse pour se changer les idées et ne surtout pas devoir assister au triomphe d'Hillary parce que ça l'aurait rendu complètement fou. Donc, tout ça pour dire que c'est compliqué de faire des pronostics et je crois qu'il faut rester humble. Mais en même temps, effectivement, il y a cette histoire d'une partie de l'électorat qui va forcément se détourner de lui à cause du Covid. Moi, la réflexion que je me fais, c'est que je ne vois pas qui, n'ayant pas voté Trump en 2016, pourrait voter pour lui en 2020. Et par contre, je pense qu'il a perdu des pans de son électorat de 2016. Donc, pour moi, il aura forcément moins de voix. Et comme déjà, il y en avait beaucoup moins... Alors après, le côté mystérieux dans tout ça, c'est le système électoral américain qui est tellement incompréhensible pour nous et qui fait qu'il ne faut pas gagner des électeurs, mais des grands électeurs. Et visiblement, en 2016, les stratèges républicains ont été beaucoup plus malins que les stratèges démocrates et ils ont ciblé des États clés, des grands électeurs. C'est ça qui est difficile à comprendre et à anticiper pour nous, je trouve, mais en termes de nombre de voix brutes d'électeurs, pour moi, il va se faire laminer. Mais encore une fois, c'est ce que j'espère. Il faut être prudent parce que c'est ce qu'on croyait en 2016. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce système soit changé? Il faut modifier la Constitution? Moi, je pensais qu'après la dernière fois, il y aura plus de discussions sur ça. Parce que ce système est en place pour donner plus de poids à ces États dans l'Ouest qui avaient moins de... une population plus bas et tout ça, ils voulaient leur donner leur place et tout. Mais c'est vrai, c'est complètement tordu maintenant. Moi, je pensais qu'on allait parler de ça depuis la dernière élection. Non, évidemment, Trump... Je pense qu'on va changer ça, mais c'est pas pour demain. Hein. Ça n'a pas beaucoup de sens pour nous non plus. Et la situation économique actuelle, ça peut jouer aussi un rôle, la montée du chômage, des choses comme ça? Les gens donnent plus de points à Trump pour l'économie, de toute façon. Même si on sait que ce n'est pas lui qui a fait cette économie. Mais les gens, ils regardent l'économie, oui, le Wall Street, super, le stock market. Et tous ces gens qui n'ont pas d'action, et tous ces gens qui travaillent de make-jobs, on dit make-jobs, c'est les gens comme McDo qui n'ont pas d'assurance santé, qui n'ont rien. Et donc, l'économie, oui, le Wall Street, oui, les riches sont de plus en plus... Je pense qu'avec ces impôts,
ça montre que, ah oui, les riches sont de plus en plus riches et regarde ce que les riches peuvent faire. Ils vivent comme ça, ils paient 750 dollars, et puis parfois rien. D'être riche, ça dépend. Est-ce que tout le monde est plus affluent qu'avant? Donc, je pense qu'il n'a pas fait cette économie. Il a eu cette économie d'Obama. C'est vrai, il a peut-être fait rebondir encore plus Wall Street en baissant les impôts. Mais bon, et c'est pas de sa faute non plus le Covid. Donc, il n'a pas beaucoup de blâme pour l'économie non plus. Donc, c'est pas la question. C'est pas la question qui va diviser les gens. En tout cas, c'est passionnant et je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission sur l'élection américaine. Merci beaucoup, Eleanor Beardsley, correspondante de National Public Radio à Paris. Et merci beaucoup, Olivier Marbeau, de la revue, et la revue pour l'intelligence du monde, dont le dernier numéro paraît ces jours-ci. Ces jours-ci, absolument. Merci beaucoup. À bientôt.